Comme Mireille l'a introduit, nous allons vous parler des relations qui peuvent exister entre la culture, le littoral, donc les différentes façades littorales françaises, et le climat, et ce à l'aune du changement climatique. Donc, je commence tout de suite mon propos militant. Nous allons vous parler du changement climatique et non pas des changements climatiques, parce que nous estimons qu'à partir du moment où il s'agit d'effets cumulatifs, c'est un changement global qui va advenir, et donc qu'il n'est pas question de regarder effet par effet les conséquences qu'il aura. Pour ce faire, donc, cette présentation va être en 5 parties. La première, c'est une introduction qui va vous présenter les principaux principes que nous allons développer. La seconde, nous allons quand même revenir évidemment sur les aléas côtiers et les effets du changement climatique appliqués au littoral. La troisième sera un interlude. On ira regarder 10 projets internationaux pour voir quelles sont les solutions qui ont pu être données à l'adaptation au changement climatique dans les zones côtières. La quatrième partie sera plus spécifiquement dédiée finalement à des expérimentations en cours entre l'État et les collectivités sur 5 terrains d'études littorales. Et Mireille vous expliquera plus précisément en fait, les projets en cours. La cinquième sera une conclusion où nous essaierons de formaliser une pensée sur l'épaisseur du trait de côte. Sur ces 5 parties, finalement, nous allons nous appuyer sur des images que l'on va commenter. Ça va être quelque chose d'assez simple. Commençons d'abord par une approche du littoral entre culture, paysage et climat. Le premier projet que l'on vous présente, il n'est pas en France mais en Chine. Il s'agit d'une bibliothèque qui est, comme vous le voyez, construite sur la plage. Cette bibliothèque, alors c'est un très beau projet, même si sur cette façade-là, il a l'air plutôt d'un blocos. C'est un très beau projet avec une grande baie vitrée qui donne sur la mer. Ce premier projet, il nous interpelle à plus d'un titre. Le premier, c'est que, vous le savez, en France, il y a l'inconstructibilité du domaine public maritime, celui-ci étant calé sur les plus hautes eaux. Donc, cette image nous rappelle que nous avons une construction culturelle du littoral qui, pour le moins, est faite sur une inconstructibilité d'une fine bande recouverte par l'estran. La deuxième remarque qui est naturelle, c'est que poser un équipement culturel, une bibliothèque face à l'horizon, c'est un acte poétique d'une grande beauté, mais que nous pouvons nous interroger aussi sur la vulnérabilité que l'on crée à poser comme ça, au plus proche de la mer, dans des perspectives d'élévation du niveau de la mer, un équipement qui, de fait, va être très certainement un jour englouti par les flots. Alors, qu'est-ce qu'un paysage culturel ? En fait, la première question qu'on aurait dû se poser, c'est de savoir ce qu'est un paysage. C'est compliqué, on a tous certainement notre définition du paysage. Il n'empêche que le paysage, c'est une construction culturelle, avant tout. C'est-à-dire, c'est la manière dont nous voyons les milieux naturels, ou urbains d'ailleurs. L'UNESCO a donné cette définition des paysages culturels. Donc, ceux-ci représentent les œuvres conjuguées de l'être humain et de la nature. Ils expriment une longue et intime relation des peuples avec leur environnement. Cette définition est très belle parce que finalement, elle nous montre à quel point le paysage, c'est non seulement un regard que nous portons sur les milieux, mais c'est aussi un regard que nous portons sur l'anthropisation de ces milieux, c'est-à-dire la manière dont la main de l'homme a pu les transformer au fil des siècles. Et lorsque nous allons parler de littoral, il est bien entendu que les paysages littoraux sont des paysages qui ont été fortement remaniés depuis plusieurs siècles par des travaux de génie civil de grande importance. On pense par exemple aux poldérisations.
on a essayé de gagner sur la mer et de défendre les établissements humains les plus proches d'elle. Il y a eu des vagues d'aménagement successives liées à l'implantation, par exemple, des ports de plus en plus grands pour accueillir une marine de plus en plus importante, jusqu'à la balnéarisation dont nous parlerons un peu plus tard. Mais qu'en tout cas, même les paysages les plus naturels du littoral sont en fait généralement remaniés par l'homme. Alors, on va égrener un certain nombre de représentations picturales aussi dans notre cours de la présentation. Ici, c'est un tableau qui date de 1863 de Jeanne Isabey, la plage de Granville. Nous sommes au tout début des bains de mer. La première station balnéaire a vu le jour en 1850 à Dieppe. Et on découvre qu'il y a un autre usage de la mer, et surtout un autre usage du littoral, à travers les bains. Jeanne Isabey, c'est un peintre qui habituellement est habitué à peindre des naufrages, des batailles navales. Et le voici qui commence à s'intéresser au littoral. Ça introduit aussi un renversement de perspective, qui était... Mireille a commencé son introduction un peu comme cela d'ailleurs. L'économie et les sociétés se projetaient vers la mer, et à partir du milieu du XIXe siècle, finalement, il va y avoir un retournement littoral jusqu'aux Trente Glorieuses, où l'économie de la mer va fortement s'incarner finalement sur une bande littorale via une économie touristique. Donc ça, c'est la vague de Gustave Courbet, 1869, donc un tout petit peu après le tableau qu'on vient de voir, et qui revient donc à cette première appréhension de la mer, Courbet donc se démarque d'abord des marines et des naufrages académiques en peignant des séries de paysages de mer, fascination du spectacle de l'océan au large d'Étretat. Donc on est avant l'attraction. La mer est vue inquiétante et mouvementée, traduction de la puissance sauvage des forces naturelles. Dans le territoire du vide, l'Occident et le désir du rivage, 1750-1840, l'ouvrage écrit en 1988 par Alain Corbin, incontournable, sur l'histoire en fait de l'attraction du littoral. Il nous raconte comment, avant d'être donc halophile ou héliophile, la vieille Europe tourne le dos à l'océan. Avant le XVIIIe siècle, en Occident, la mer fait peur, aversion, tempête, danger, dégoût. La société tourne le dos au grand océan, héritage d'une représentation de la nuit du corps, dit-il, imposée par le christianisme qui éloigne l'homme de la mer et sa possible immersion. Depuis la nuit des temps, le rivage est en effet peu fréquentable. Alors il y a aussi les invasions, les migrations menaçantes, mais aussi les marées infestées de moustiques, pourvoyeurs de maladies. Donc l'homme s'éloigne de la mer instinctivement pour des raisons de survie. La naissance de l'attraction de ce territoire est en fait le récit d'une redécouverte, notamment celle de l'Antiquité romaine. Les Romains ont pratiqué le thermalisme et construit des châteaux, les fameux châteaux italiens au bord de mer, comme a pu l'être le palais d'Auguste à Capri, avec ses villas et ses thermes. Hippocrate promeut l'eau comme source de vitalité dans un mode médical pour la guérison du mélancolisme. Et ces vertus de l'eau froide en fait, et de l'eau salée sont retrouvées par l'aristocratie anglaise et leurs bains de mer au XVIIe et XVIIIe siècle. Ils influencent donc les cercles de la bourgeoisie et la mode est lancée. Donc on l'a dit en 1814, la duchesse du Barry se baigne à Dieppe et les bains chauds ils sont construits en 1820. Les établissements pratiques se développent aussi à Boulogne en 1825, La Rochelle 1826, le Tréport 1830, donc on est bien au début du XIXe siècle. Mais il ne faut pas s'y tromper, donc l'aventure est avant tout médicale. Au cœur de l'hiver, il est préconisé des immersions de bains de mer dans l'eau glacée. Donc le début de la chaise longue tarde à venir, mais il arrive. Donc pour illustrer l'invention de la station balnéaire, une photographie d'une agence de presse qui représente une plage à Deauville. On est dans les années 1920, donc à l'heure du bain. En un siècle, le spectacle aujourd'hui a peu changé, seulement dans notre dos, peut-être, un front de mer de plus en plus dense et construit, un trait de côte sûrement durcifié, où les pratiques se sont développées, et la voiture sûrement, en tout cas, règne le concept, en tout cas, de la plage, où on voit, n'a pas changé. La plage devient spectacle, et donc à double sens. Point de vue perspectif depuis la station balnéaire et scène de théâtre.
Pendant tout le XIXe siècle, les artistes défilent sur les côtes, multipliant les perceptions et les représentations. Alors d'abord dans une vision romantique, avec Chateaubriand, Théophile Gautier, Victor Hugo qui parcourt la Normandie. Et l'homme est debout face à la nature en furie. D'abord, il défie la mer. Et puis le paysage inquiétant devient paysage rêvé, celui de l'attraction de la nature vierge, les chaos granitiques qui sont aussi classés comme sites, ces rochers de forme étrange, des côtes rocheuses, pure exaltation de l'homme dans sa géographie. On a donc l'invention d'un paysage d'abord pittoresque, qui s'accompagne de l'attraction grandissante des bains de mer, et la société oisive invente le concept donc, de cette station balnéaire. La construction d'un paysage réglé parallèlement au rivage, perspective théâtrale, on ne les voit pas là, elles sont derrière nous, de la mer, de sa plage, la promenade belvédère qu'on retrouve dans toutes ces stations, et que peint Boudin aussi avec ses modèles mondains. Donc l'art favorise la naissance de cette nouvelle forme urbaine et modifie la façon de regarder la mer, qui devient l'espace de la nouvelle bourgeoisie, instituant un véritable protocole de lecture. Le terme station balnéaire est forgé en 1865 à la fin du Second Empire, au moment où le duc de Morny crée Deauville. La grève devient une plage, et Paul Morand l'a définit comme une grève humanisée. C'est un espace public donc normalisé où le corps se libère et s'expose et bientôt pourra se dénuder. C'est le passage en fait que nous expliquait Alain Corbin sur le christianisme. Le rivage, lui, se couvre de cahutes, d'estacades, de planches. Et derrière la promenade du bord de mer s'alignent des villas, des axes et des centralités. On connaît tous les plans classiques en fait, des bains avec ces casinos. Aujourd'hui aussi thalassothérapie, gare de chemin de fer, qui fera fleurir les projets des lotissements sur les côtes. Vaste opération foncière donc pour des fréquentations de masse qui se répandent sur les côtes plus tard. Et on plante aussi des pins maritimes pour stabiliser les terrains dans une analogie fascinante avec les estampes japonaises. Et au départ, c'était aussi pour fixer les dunes, comme les princes impressionnistes. Tout à l'heure, donc, nous avons commencé à parler de paysages culturels. Ces paysages s'appuient sur un patrimoine maritime qui est reconnu de longue date. Donc, les façades maritimes françaises, vous les connaissez tous. Elles sont peuplées de phares, de ports, donc finalement d'un patrimoine maritime lié à l'activité marine. Mais il y a eu plus récemment la reconnaissance de plusieurs autres patrimoines, types de patrimoine. Le patrimoine balnéaire, les belles villas, entre autres. Le patrimoine militaire et les ouvrages de défense, dont ceux de Vauban, ont été particulièrement mis en avant. Plus récemment, c'est un patrimoine industriel qui a été relevé. Ce patrimoine industriel a d'ailleurs permis un décalage, un décentrement de la question littorale, puisque les arrière-ports, comme ceux de Nantes ou de Rouen par exemple, ont pu être reconnus comme maritimes, de par les éléments patrimoniaux qu'on a pu y conserver. Je pense par exemple à l'Agro-Titan sur l'île de Nantes ou au Marégraphe de Rouen. Donc la reconnaissance patrimoniale a aussi permis finalement de fixer l'image de ce qu'était le littoral. Et bien sûr, on rappelle que ce qui fait patrimoine, c'est bien un miroir culturel, c'est-à-dire ce que l'on reconnaît comme patrimoine identifie clairement le milieu maritime. J'ai oublié de parler de deux expressions culturelles encore plus récentes, juste pour vous rappeler que le cinéma aime la mer. Si ce n'est pas totalement anodin si le festival de Cannes, celui de Deauville ou le d'La Rochelle existe, c'est qu'il y a une relation intime entre la culture et le littoral. Enfin, le dernier patrimoine reconnu, c'est bien le patrimoine géomorphologique, le patrimoine naturel et mobile, celui dont on va parler dorénavant, en parlant de la fluctuation de l'espace littoral. Nous vous présentons 3 cartes à des âges successifs. Ce sont des cartes du haut du département de la Charente-Maritime, avec les 2 îles, l'île de Ré et l'île de Léron. La première carte, celle de gauche,
date environ de moins 200 avant Jésus-Christ. Vous voyez que deux golfes entrent largement dans les terres, le golfe des Centones et celui des Pictones, et que ces deux golfes, en fait, sont la trace de transgression marine, puisque géologiquement, la mer n'a cessé de venir et de repartir. Ah. La carte du milieu, elle représente la submersion de la tempête lors de la tempête Xynthia. Vous pouvez remarquer que cette submersion a tenté forcément de retrouver la trace des anciens golfes. Et la dernière carte, elle, montre la submersion définitive que représenterait une élévation statique d'1 mètre du niveau de la mer. Ces trois cartes vous montrent assez aisément que le trait de côte, ce que nous considérons être donc le rivage, est quelque chose qui peut varier énormément dans le temps. Et la mer n'a dégagé par exemple le golfe des Pictons, celui qui est au nord, ne l'a dégagé que vers l'an 1000. Donc ce n'est pas une histoire géologique que nous sommes en train de vous montrer, c'est une histoire très récente. Et il y a certaines parties du littoral français qui fluctuent chaque année, on le verra un peu plus tard, de plusieurs mètres, engageant comme ça une réalité géographique qui est tout autre que la réalité fixe que l'on nous enseigne à l'école. Deux exemples pour vous le montrer. Donc, vous reconnaissez peut-être la ville de Brouage. La ville de Brouage était au XIVe siècle un port prospère sur le commerce bénéficiant du commerce de sel. C'était une ville qui était à l'embouchure d'une rivière maritime donnant directement sur la mer. Elle a été fortifiée par la suite et la récession marine associée à l'embouage de la rivière fait qu'aujourd'hui, Brouage, donc ancien port, se retrouve à plus de 3 km du rivage. Oui, un autre exemple, c'est l'archéologie en fait, sur le trait de côte. Là, on est sur la plage de l'Amélie en 2014, à Soulac-sur-Mer, donc en Aquitaine, où est mené donc, ce chantier archéologique par le laboratoire de l'Université de Bordeaux et qui est coordonné par double discipline, une archéologue, Florence Verdun, et l'océanographe Frédéric Hainaut. Donc la fluctuation du trait de côte dont on parle menace en effet aussi les sites, enfin menace, évidemment, c'est un site archéologique qu'on menace puisqu'il y a une menace de destruction. Les sites archéologiques qui sont parfois exceptionnellement bien préservés et en même temps peuvent fournir des révélations extrêmement riches en mettant à jour des vestiges enfouis dans le sol, de l'estran ou du profil de la côte elle-même. Alors, il y a des phénomènes d'érosion. Ces interventions peuvent s'apparenter à de véritables commandos archéologiques, des commandos d'archéologie préventive. Il faut agir avant que l'océan ne reprenne ses droits sur la plage. Le laboratoire de Bordeaux souhaite mêler sur les découvertes études à la fois environnementales et historiques. L'étude de longues séquences stratigraphiques comme ici et de paléolosol conservés permettent deux approches, celle de mieux comprendre les modes d'adaptation des sociétés anciennes sur ces milieux vulnérables qu'étaient les dunes, avec le processus d'adaptation des habitants anciennement, et celle de reconstituer l'histoire des écosystèmes littoraux et des changements climatiques sur le temps long. Donc, la plage du Nord-Médoc présente un site extraordinairement riche en raison des fluctuations du trait de côte qui sont extrêmement fortes sur la côte aquitaine. Et entre deux marées, donc, une quinzaine de chercheurs de tous bords s'activent sur la plage déserte et analysent donc le paléolosol, l'a mis à jour. Donc, ce que nous dit en fait Florence Verdun, c'est qu'il y a 5000 ans environ, le niveau de la mer s'est stabilisé et les paysages ont commencé à ressembler à ceux que nous connaissons, attirant des populations qui, comme l'homme aujourd'hui, se sont installés à proximité des richesses offertes par le littoral. Soumis aux aléas naturels, ils ont dû s'y adapter. Des approches distinctes ont d'abord été développées par les archéologues terrestres d'une part, donc études de peuplement d'habitat, et des archéologues sous-marins d'autre part, architecture navale, études du commerce maritime.
Les études menées sur des milieux lagunaires et estuariens ont montré l'intérêt de bénéficier des points de vue partagés et complémentaires des diverses disciplines. Émergent alors les notions d'archéologie côtière ou littorale, qui sont aujourd'hui émergentes, y compris pour la période contemporaine, occupation, pêcherie, vivier. Les découvertes sont multiples sur toutes les côtes. En fait, d'une manière diachronique, les sources archéologiques et ethnographiques nous conduisent aujourd'hui à regarder l'estran comme un paysage aménagé et constituant le prolongement des espaces ruraux de la bande côtière. Une autre notion nouvelle, celle-là encore, c'est le paysage sous-marin, donc ancien rivage. Cette axonométrie est produite par l'Agence des aires marines du parc d'Iroise afin d'initier et de sensibiliser le public au paysage sous-marin et à l'existence de la biodiversité marine. La reconnaissance des paysages sous-marins est une notion nouvelle aujourd'hui et pourrait faire quand même controverse pour certains qui considèrent qu'un paysage doit pouvoir être lu, être vu et lire l'action de l'homme. Le parc marin d'Iroise justifie la reconnaissance d'un paysage, notamment par l'émotion qu'il suscite et qu'il peut suggérer par les différentes représentations. Et là encore, sous le prisme des fluctuations du trait de côte et des effets du changement climatique, on peut s'interroger sur la limite terrestre, caractère qui définit communément le concept de paysage. Les terres littorales seront demain sous-marines et inversement, les vallées immergées étaient celles du littoral d'hier. Donc c'est l'émergence d'une prise de conscience du non-vu pour échapper au mythe et au néant qu'inspirait la surface de l'océan. Quand on voit comme ça, par transparence, en fait, le fond des océans, on a tout d'un coup quelque chose qui se révèle à nous et qui souvent était pris même pour certains comme un néant, mais un néant où on pouvait jeter facilement les déchets sans y faire attention. Et alors, pour aller un peu plus loin, je parlerai du jardin de Gilles Clément. Donc, dénommer un milieu naturel n'est pas le pervertir. La main de l'homme a fait son œuvre et continue à mettre sous pression ce milieu fragile. Donc, je parlais de la pollution tellurique, les aménagements aussi, souvent destructeurs des fonds marins. Et avec donc cette émergence, il y a plus de maintenant d'une dizaine d'années, donc des politiques publiques de protection des milieux marins. Ils bénéficient donc de préservation et de renaturation qui initient donc de nouvelles pratiques et une prise de conscience particulière. Donc je peux citer donc les posidonies, les récifs coralliens, les mangroves et tous les fonds marins qui sont à la fois source de biodiversité et aussi de protection pour les côtes. Donc cette nouvelle considération accompagne le souhait de voir s'effacer cette frontière entre le su et le non-su, du trait de côte comme une limite franche, et gommer cette dichotomie. Donc initié en 2007, le jardin planétaire de Gilles Clément n'est pas uniquement terrestre, il est donc sous-marin, donc il est auteur du sentier marin dans le jardin maritime du Rayol. C'est un domaine du Conservatoire du littoral en Méditerranée. Et cette initiative de sentier sous-marin se poursuit aujourd'hui dans les Outre-mer. Et contrairement au jardin terrestre, le jardinier n'intervient pas. Par contre, il utilise le même vocabulaire. On évoque le paysage sous-marin, on évoque des prairies de Posidonie, la grotte du Congre, le parterre d'Oursin, la passe des Nacres. Le concept donc de jardin planétaire de Gilles Clément est forgé à partir d'un triple constat, cette finitude écologique, le brassage planétaire et la couverture anthropique, donc, qui croisent clairement les notions aujourd'hui de la fluctuation du trait de côte et qui participent donc du paysage sous-marin. Donc vous l'aurez compris, les vasières d'aujourd'hui étaient d'anciennes prairies et certaines de nos prairies actuelles sont d'anciens fonds marins. Donc nous avons comme ça un trait de côte qui est très mobile. C'est un trait de côte aussi qu'on a eu beaucoup de mal historiquement à qualifier. Donc la cartographie est l'élément de connaissance géographique de base qui a permis au fur et à mesure de comprendre qu'est-ce qu'était notre littoral. La carte qui vous est présentée est issue du Neptune François, donc c'est une commande que Colbert a faite pour pouvoir mieux défendre les frontières françaises, les frontières. Et alors, elle est un peu particulière puisque le nord est inversé, c'est la baie du Mont-Saint-Michel. Peut-être que vous la reconnaîtrez. Et donc le Mont-Saint-Michel est là. Voilà. Oui.
C'est original. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que la connaissance même de la côte est une connaissance qui a pris beaucoup de temps. Donc là, c'est la famille Cassini qui s'y est collée. Depuis, nos systèmes de représentation ont énormément évolué, puisque c'est une des reconnaissances satellitaires qui nous permettent de qualifier au plus proche le trait de côte. Mais ce qu'il est important de retenir, c'est que ce trait de côte, finalement, non seulement il bouge, mais on a eu longtemps du mal à comprendre où il était situé. D'autre part, il est toujours intéressant d'avoir recours aux mathématiques et pouvoir quantifier la longueur du littoral français métropolitain est une chose quasi impossible du fait de l'effet fractal. C'est-à-dire que notre ministère indique que le trait de côte lisse mesure 3240 km, et si on prend les infractuosités, on arrive à 7200. C'est juste pour vous dire qu'on double carrément, quasiment, et effectivement, si on allait à l'échelle microscopique, on aurait un trait de côte gigantesque. La connaissance du trait de côte est essentielle. Elle était jusqu'à il y a peu chaînée. Aujourd'hui, effectivement, ce sont des moyens numériques qui la représentent, mais qui permettent aussi assez fidèlement de retracer l'histoire de son déport. En même temps, je vais juste ajouter que la définition du trait de côte, c'est la limite des plus hautes eaux marines en dehors des événements tempétueux. Mais pour définir le trait de côte, il y a toujours des discussions scientifiques sur, prenons le bas de la dune, le haut de la dune, ou la limite en fait de la végétation. Donc il y a interprétation, il y a des méthodologies évidemment de suivi et de données, mais ça reste quand même, on a beau avoir de la technologie, ça reste quand même une interprétation de l'observation de l'homme, quoi. Tout à fait. Voilà. La troisième notion, c'est que ce trait de côte, finalement, il a été rendu encore plus appréhendable par l'urbanisation récente du littoral, puisque là, c'est une double carte de l'anse de Pouliguen, donc où vous voyez la dune d'un côté, la carte d'état-major. La dune. Et la Baule telle qu'elle a été constituée au XIXe siècle. Ce que cette carte nous montre, cette double carte nous montre, c'est que finalement, le trait de côte est naturellement un système très épais, constitué d'un cordon dunaire, de marais littoraux ou rétrolittoraux, qui fonctionnent naturellement par des vagues de submersion, où la dune se déplace sans cesse, par phénomène d'érosion ou d'accrétion, qu'elle a un rôle assez clair d'amortisseur de la houle, et que finalement le trait de côte est dans ce cas-là très mobile. La dune est un organe quasi vivant en fait, qui bouge, qui fluctue en fonction des états de la mer. Si on regarde maintenant la partie urbanisée avec un front de mer, on comprend très facilement que le trait de côte a été figé par des ouvrages de défense et que désormais, il est extrêmement facile de le fixer. On revient à la partie urbanisation. Donc là, nous sommes à Palavas-les-Flots, région Languedoc-Roussillon, accès à la mer de Montpellier, entre autres stations littorales, puisque Montpellier a aussi Carnon et la Grande Motte aujourd'hui comme grande station très proche pour les habitants. Donc cette reconduction littorale présente à gauche, donc vous avez un cliché de 1953 et à droite le même point de vue, exactement, aujourd'hui en 2015. Et on a l'illustration en fait clairement, mais c'est un exemple d'une densification du bord de mer par un tourisme de masse. Donc là ici sur le Languedoc-Roussillon, sur cette géographie particulière de la côte ouest méditerranéenne, qui est faite, comme vous le voyez à gauche, et puis on ne voit plus tellement à droite, de multiples lagunes et de lits d'eau de sable qui se profilent donc sur les eaux, entre mer et terre. En 1872, vous avez un petit train qui emmène les habitants de Montpellier à ce village de pêcheurs, qui sera classé donc station balnéaire et climatique en 1924.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un grand dilemme sur les littoraux qui sont si étroits entre le développement du tourisme et le développement économique, qui ont des limites donc, pour se développer dans un espace rare et très convoité, et qui vont aussi donc être le territoire de conflits d'usage, de protection et d'aménagement. Pour y remédier, l'État va mener une politique très forte d'aménagement du territoire par le biais de la DATAR, créée en 1960, qui lance la mission Racine dans le Languedoc-Roussillon en 1963, à l'instar d'autres missions un peu plus tard, en Aquitaine, en Corse et en Outre-mer. Et c'est essentiellement pour développer le tourisme, avec pour objectif principal de faire venir les touristes étrangers et les devises, et en même temps fixer les estivants français sur les côtes du territoire national, que la mission Racine va instituer un grand plan d'aménagement avec notamment, j'ai parlé de la Grande Motte, et plusieurs stations balnéaires, y compris les infrastructures. Et pour aménager cette côte, l'État va mener une grande campagne de démoustication qui va accélérer l'urbanisation du littoral qui, pour l'instant, était légèrement hostile à cause de ces moustiques. Et donc les cabanes de pêcheurs que vous voyez un peu à gauche, d'abord de planches, se durcissent petit à petit. Les immeubles prolifèrent de façon peu maîtrisée, on peut le voir sur la droite, en grandissant l'assiette du lit d'eau, après assèchement d'une partie des étangs, comme cette photo le montre assez largement. Si les premières stations littorales ont été destinées au départ donc, à l'aristocratie, et puis comme on l'a vu surtout en hiver, entre les deux guerres, la plaisance s'est étendue donc à la classe bourgeoise pour les vacances d'été, et souvent dans les villages de pêcheurs plutôt. Et le tourisme de masse d'après-guerre et surtout des Trente Glorieuses s'est développé donc largement aussi par la voiture, qui va totalement remplir et artificialiser ce qui était plage devient parking. Les stations existantes changent d'échelle et nécessairement elles changent de paysage. Et les littoraux qui étaient là jusque-là peu investis, un petit peu comme Languedoc-Roussillon, et puis on le verra tout à l'heure avec l'Aquitaine, sont totalement en fait se remplissent le plus possible. Et donc les protections, on est dans les années 70, en 79, la directive dite littorale met en place des principes de protection environnementale, et puis plus tard on aura la loi littorale en 1986, où là la protection paysagère et la préservation équilibrée entre urbanisme et environnement sera clairement définie. J'ajoute que, en fait, oui, j'avais rajouté ça quand même pour notre sujet, Palavas est à 80% en zone inondable. Ce qu'il importe aussi de rajouter, c'est que ce désir du rivage, c'est-à-dire d'être au plus proche du rivage, cette urbanisation galopante qu'il y a eu après la reconstruction et lors des Trente Glorieuses, elle s'était faite aussi à un moment de répit climatique. On a exceptionnellement eu peu de tempêtes durant les Trente Glorieuses, ce qui a laissé penser que finalement le littoral était devenu quelque chose de facilement vivable. Quand tu parles de moustiques, effectivement, les systèmes naturels initiaux sont assez peu hospitaliers. Ce n'est que parce qu'il y a eu une action anthropique forte et parce que nous avons eu ce répit climatique que nous avons le littoral français contemporain. Nous n'avons pas, en revanche, toujours été complètement oublieux du climat. Là, c'est un exemple qui est à Fort-de-France, en Martinique, où vous voyez l'urbanisation du centre-ville avec ces pénétrantes est-ouest, qui en fait sont là pour capter les alizés venant de l'est et opérer un balayage des rues afin de les rendre plus agréables. Cette image, mais il y en a d'autres, il était cité tout à l'heure, effectivement, c'est les villages bretons qui savent très bien entortiller en quelque sorte la brise marine pour éviter qu'elle incommode les habitants. Il y a eu une intelligence littorale pour vivre avec le climat. Et nous pensons, bien sûr, aujourd'hui,
vous convaincre qu'il faut retrouver cette intelligence. Avec ça non. Alors ça, c'est une farce, nous sommes aux Bahamas. Pourquoi ? C'est parce que c'est un projet qui s'appelle l'Atlantide, qui est aux Bahamas, c'est un hôtel de luxe. Donc il est très bon de parler de paradis fiscaux en ce moment. C'est juste pour illustrer effectivement que la conscience populaire a des récits réguliers de villes qui ont été totalement engloutis par les flots. Ça commence avec l'Atlantide. Les écrits de Platon à ce sujet sont assez émouvants. Il y a sur les côtes françaises, moult histoires locales. On peut parler d'Is en Bretagne, d'Antioche en Charente-Maritime, qui relaient la submersion possible des établissements humains. Ces récits font en fait partie d'un corpus de culture du risque où de génération en génération, on rappelle que la mer est plus forte que nos villes. Ce que nous avons un peu oublié puisque nous avons préféré nous installer à l'arrière de défense marine dont on va parler un peu plus tard. Donc, la deuxième partie va consister à vous présenter les aléas et les effets du changement climatique. Pourquoi distinguer les deux ? C'est une question de doctrine, finalement, doctrine juridique. Les aléas qui donnent les risques littoraux sont des événements calés sur les derniers événements connus, donc une jurisprudence, tandis que les effets du changement climatique, même si le changement climatique est dès à présent à l'œuvre, sont quand même des projections à plus ou moins long terme. Donc commençons par les aléas. Alors, et on revient aussi sur la dynamique littorale. Le trait de côte donc, est mobile. Donc là, nous sommes au banc d'Arguin. Je pense que vous avez tous reconnu peut-être cet immense rectangle blanc qui est la dune du Pilat. Donc d'Arguin, donc estuaire de l'embouchure de la Gironde. Donc le trait de côte rencontre entre de l'atmosphère, l'hydrosphère et géosphère, donc trois composantes de la planète Terre, pour dire que c'est un milieu extrêmement dynamique. Et donc assujetti aux modalités de fonctionnement de chacune de ces sphères qui, suivant les échelles spatio-temporelles, font des littoraux des régions mobiles et la mer crée son propre paysage. Bon, c'est une évidence, mais qui est souvent niée. C'est donc un des milieux les plus dynamiques et parfois c'est imperceptible, parfois c'est spectaculaire. Alors j'ai quand même, pour que vous soyez au fait, donc listé les agents dynamiques en action, donc les forces marines, les vagues, les courants, les marées, les vents, les actions des organismes marins. Nous avons les facteurs continentaux classiques de morphogénèse, l'eau, le gel, l'action de la faune et de la flore, et également la constitution même des côtes, évidemment, faite de matériaux meubles, les vases, les graviers, les sables, les galets, facilement mobilisables. Donc dans les systèmes côtiers, les côtes meubles, sable ou galets sont mobiles et remises en mouvement en permanence. Alors qu'il faut des milliers d'années pour façonner les reliefs continentaux, les plages répondent en quelques heures à un événement météo marin. Le niveau de plage peut s'abaisser, la dune se creuser pour former falaise et créer justement ces problèmes d'érosion ou d'accrétion qui aujourd'hui posent problème en fait pour l'homme qui aime être dans des situations fixes. Une dynamique alors sur deux temporalités, à deux échelles de temps, donc ça c'est les géographes qui reviennent toujours là-dessus, sur l'échelle géologique. Les fluctuations du niveau marin et les mouvements des plaques continentales, la dérive des continents, ont entraîné des déplacements des lignes de plusieurs kilomètres vers la terre ou la mer, on l'a vu tout à l'heure. Et à l'échelle historique, les variations deviennent sensibles pour l'homme et repérables par les vestiges archéologiques, notamment, qu'on a vu aussi tout à l'heure. Aujourd'hui, et depuis 50 ans, la technique permet de les mesurer précisément par les photographies aériennes, comme cette orthophotographie que vous avez sous les yeux, les lidars et les logiciels de géomatique. À l'échelle de la saison, les mouvements hydrosédimentaires souvent se rééquilibrent. Elles bougent sur un transit nord-sud ou sud-nord, suivant les côtes, et dans un transit transversal, suivant les saisons. Donc le mouvement n'est pas linéaire,
ni spatialement, ni temporellement. Pour maîtriser ce transit sédimentaire, voici une photographie aérienne de Frontignan, le quartier du Gros. Un exemple donc du Côte Sableuse. Pareil que Palavas-les-Flots tout à l'heure, nous sommes sur un lit d'eau entre étang et mer. L'urbanisation donc là est vraiment prise en étau entre ces deux zones d'eau. Les ouvrages contre l'érosion, vous les voyez ici, existent sur les côtes depuis des centaines d'années, mais depuis l'urbanisation des 30 dernières années et le savoir-faire des ingénieurs, ils se sont multipliés, transformant les côtes en véritables petits boucliers contre la mer. Et ces systèmes d'épis, vous les verrez sur pratiquement l'ensemble des côtes urbanisées ou habitées, se multiplient et les ingénieurs et techniciens de l'État ou des collectivités se plaisent à la fois à en inventer ou à la fois à les entretenir. Et donc vous avez ici des épis qui arrêtent le sable de cette façon de transit. Vous avez ici des brise-lames et donc ces casiers où souvent on recharge, on va chercher du sable en mer et on le recharge pour pouvoir réalimenter les plages où vous avez de toute façon une érosion et un sable, même s'il est bloqué en fait, transversalement, qui part en fait, avec les marées et les courants. Et vous avez aussi des ouvrages parallèles au trait de côte qu'on n'a pas ici, parce que là vous avez des maisons qui sont à même en fait, la plage, mais on peut retrouver des enrochements, évidemment le long et parallèlement à la côte, qui donc, là pour le coup, empêchent totalement l'érosion de la côte dans son profil. Et puis depuis quelques années, d'autres techniques s'inventent, aussi inspirées de nos voisins hollandais, mais on peut observer un peu avec méfiance ou non les solutions ou innovations miracles qui sont souvent testées dans des environnements différents, mais sur lesquels nous n'avons pas beaucoup de recul. Alors il y a un bypass qui est installé à Cap-Breton qui envoie du sable sous pression sous le canal portuaire pour réalimenter justement le sable qui s'accumule au nord et on revient le chercher et on le remet au sud et il remonte et on revient le chercher. Vous avez ce mouvement en fait perpétuel que l'homme recrée. Vous avez des systèmes d'écoplage qui sont des drains qu'on met sous le sable sur les plages. Et vous avez un merlimon par exemple qui assèche en fait donc la plage et qui évite du coup le mouvement des sables emportés par la mer. Vous avez également des boudins de plastique immergés. Vous en avez un sur l'îlot de Sète, un exemple qu'on verra tout à l'heure, des récifs artificiels pour casser la houle qui arrive du large. Des techniques donc qui s'opèrent sur une nouvelle échelle, l'échelle hydrosédimentaire, la cellule hydrosédimentaire qui constitue, disons, une nouvelle échelle de lecture et de projet. Et donc, j'imaginais un nouveau paysage à l'échelle de la cellule. C'est une carte là, que vous avez édifiée par l'ancienne région Basse-Normandie qui distingue les cellules hydrosédimentaires que vous avez là en tireté, qui sont donc les nouvelles limites. Et alors, qu'est-ce qu'une cellule hydrosédimentaire ? C'est un compartiment littoral dont les limites correspondent soit à des discontinuités morphologiques dans le tracé du rivage, donc des caps, des embouchures, soit à des inversions dans le sens de la dérive littorale dues à des inflexions du tracé de la côte, soit à des ouvrages anthropiques, on l'a vu tout à l'heure, des digues, des épis qui font que le transit sédimentaire va être bloqué et donc le mécanisme de la cellule hydrosédimentaire dans lequel le sable transite va fonctionner seulement dans cette cellule en fait. Les transports sédimentaires se font dans le cadre des cellules dont les limites peuvent être fixes ou fluctuantes, perméables ou non. Ouais. Le littoral français est découpé en grandes façades que l'on retrouve sur les différentes mers. Il est aussi découpé, donc vous avez la façade maritime évidemment Méditerranée, Manche-Mer du Nord. Il est aussi découpé par le conservateur du littoral en unités littorales. On en compte 147 et c'est comme ça qu'il inscrit sa stratégie foncière sur des lectures d'unités paysagères caractéristiques. Et donc vous avez cette nouvelle unité littorale découpées par la mer et sur lesquelles en fait les collectivités se sont organisées, donc différemment que rassemblées par un SCOT
ou une limite administrative, ils ont dû s'associer, enfin ils doivent s'associer, et ils l'ont fait actuellement, en unité hydrosédimentaire pour pouvoir réfléchir à la gestion du trait de côte et à l'aménagement littoral. L'expression de l'érosion, la falaise. Toutes les falaises reculent. Alors toutes, évidemment, ça dépend. Quand on est une falaise de craie, ça recule beaucoup plus vite qu'une falaise de granit. La falaise, j'ai coutume de dire difficile de dire qu'elle n'est pas en érosion, puisque c'est l'expression même de l'érosion. C'est un abrupt taillé par la mer, un ressaut de eau couvert de végétation. La mer est responsable donc de sa forme et pas totalement de son recul, puisque l'action marine, bien sûr, le sapement, les vagues, les galets, mais aussi la force terrestre, tout simplement l'appel au vide. Le pied sapé, en effet, s'effondre. Et puis l'alternance au dégel aussi et au ruissellement, donc, qui vient du continent et de la crête de la falaise. Ça donne évidemment des paysages grandioses, pression imaginaire. Alors j'avais cité les criques de la Ciotat, celle d'Étretat bien sûr, et puis les falaises irlandaises hautes de 200 mètres. Celle du Pays de Caux monte à 100 mètres ou 110 mètres. Au Cap Launay, un recul de 20 mètres en 60 ans. L'érosion sur les falaises normando-picardes est très forte aussi, de 30 à 70 cm en moyenne par an. On le verra tout à l'heure sur un exemple à Ault. Et voilà, empêcher donc le recul des falaises, c'est aussi empêcher l'alimentation des plages, parce que ces échanges en fait entre la côte et la mer donnent justement les sédiments dont ont besoin les plages. Vous avez ici un exemple, juste pour vous montrer, d'un travail qui vient d'être validé et donc qui est aujourd'hui accessible, la cartographie nationale de la mobilité du trait de côte, qui est donc une action dans le cadre d'une stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte pour pouvoir améliorer la connaissance de l'érosion et pouvoir l'intégrer dans l'ensemble des politiques publiques. Donc c'est un travail qui a été mené depuis 3 ans avec un conseil scientifique pour mesurer et pour se poser des questions sur qu'est-ce qu'un indicateur de vitesse d'érosion et comment on peut représenter cette érosion qui est évidemment, vous l'avez vu, très complexe, qui est limitée aussi dans le temps, qui peut fluctuer beaucoup en une petite période et puis être en accrétion par la suite. Voilà, donc là vous avez un exemple, toujours, on y reviendra aussi, en Picardie, et on est à la frontière avec la région Normandie. Vous avez ici le Tréport, Ault, et puis la baie de Somme, et là vous avez le polder de Cailleux. Et la légende, donc en vert, c'est un phénomène d'accrétion. Donc ici vous avez un transit sédimentaire qui se fait du sud au nord. En orange et rouge, c'est un phénomène d'érosion forte. Et en rose, vous avez tous les ouvrages qui, en fait, bloquent finalement le trait de côte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'érosion. Ça veut dire qu'à un moment, le trait de côte ne bouge pas, puisqu'on a fait un ouvrage, et où l'ouvrage est affouillé par l'érosion, où on recharge de sable, où le transit fait en sorte que finalement, il n'y a peut-être pas beaucoup de problèmes pour que l'ouvrage soit problématique. Mais l'homme, de toute façon, entretient l'ensemble de ces ouvrages. Et donc, vous avez là des ouvrages assez anciens, puisque aucune érosion n'a été fixée, sachant que les cartographies aériennes sur lesquelles se basent ces cartes doivent dater environ de 60 ans. Enfin, là, j'imagine que vous connaissez peut-être tous cet immeuble qui a été beaucoup médiatisé, c'est le Signal. En Aquitaine, un marqueur d'érosion finalement extrêmement fort, puisque c'est le seul aujourd'hui qui pose en tout cas des questions sociales très fortes. On a quand même aussi des villas, vous avez peut-être dû en entendre parler, c'est vers Dieppe, des villas qui tombent dans la falaise aussi, mais qui sont moins médiatisées que l'immeuble du Signal, qui est évidemment un grand collectif sur un grand paysage. Donc il a été construit en fait à 200 mètres de la mer il y a en 67,
Et aujourd'hui, vous voyez, il n'est plus qu'à une dizaine de mètres. L'immeuble a été mis en péril et il a été évacué. Et donc, il est symbole aujourd'hui d'une urbanisation en alerte face à un phénomène naturel qui n'avait pas été anticipé, même si le phénomène d'érosion existe depuis tout le temps. Autant de marqueurs donc visibles du recul de la côte, comme les blocos que vous avez sûrement dû aussi voir, qui sont le mur de l'Atlantique qui couvre l'ensemble des côtes atlantiques et Manche, mer du Nord, et donc qui tombent sur l'estran et qui font du littoral un paysage en mouvement. Alors on dit qu'un quart des côtes reculent, en tout cas pour la métropole. Pour les Outre-mer, c'est sûrement largement plus fort. Et la Guyane française, alors, qui a un territoire extrêmement particulier, comme vous le savez, puisque les sédiments de l'Amazone en fait, se retrouvent sur les côtes, et un aspect donc extrêmement changeant dû à ces alluvions. Et donc le recul du trait de côte peut bouger dans certains secteurs avec des variations annuelles entre 100 et 300 mètres. Et on a une variation de 6 km en 50 ans sur certaines portions de ces côtes. Donc c'est donc un phénomène complexe qui amène donc, quand il atteint l'urbanisation, à poser des réels problèmes à la fois sociaux et à la fois en effet de réalité entre l'urbanisation de nos côtes, le rêve en fait d'habiter le long du trait de côte, et en effet une dynamique naturelle et des écosystèmes naturels. Le deuxième aléa, après l'érosion, c'est celui de la tempête marine. Donc, il s'agit là d'un quartier de la Faute-sur-Mer lors de la submersion consécutive à la tempête Xynthia. Il faut bien vous rendre compte que le littoral, la mer, est en haut. Et que finalement, la submersion a eu lieu en remontant un petit fleuve côtier qui est en fait devant nous, support d'un port. Le répit climatique dont on a parlé tout à l'heure a permis l'urbanisation de zones qui naturellement étaient réputées submersibles. Et vous pouvez voir sur cette image que la construction de la digue n'a pas empêché la submersion et malheureusement des pertes humaines très importantes dans ces deux lotissements. Suite à la tempête Xynthia, le Sénat a entamé une étude historique confiée à Emmanuel Garnier sur l'occurrence des tempêtes sur la façade atlantique. Cette étude est vraiment signifiante parce qu'elle nous montre qu'une tempête comme Xynthia, en fait, sur 5 siècles, il y en a une en moyenne tous les 30 ans. Ce n'est pas une tempête particulièrement violente par rapport aux précédentes. La seule différence, c'est qu'effectivement, elle arrive, comme on le disait, après une longue période de répit, et que la vulnérabilité urbaine a considérablement augmenté. Nous disions tout à l'heure, la submersion est rentrée profondément dans les terres, jusqu'à venir buter en fait sur les anciennes digues du XIXe siècle. J'entends par là que deux choses. La première, c'est qu'effectivement, nos ouvrages de défense du XXe siècle ont été inopérants, et que d'autre part, il faut voir aussi dans les ouvrages des siècles passés une valeur patrimoniale, puisqu'ils ont résisté à de nombreuses tempêtes et qu'on peut en déduire que la position qu'ils occupent aujourd'hui, c'est une position historique et avérée. Nous sommes toujours à la Faute-sur-Mer. Voilà à quoi ressemble un quartier qui a été submergé. La mer y est rentrée, la vase s'est installée. Normalement, c'est une voirie, des jardinets propres. Et vous voyez que les habitants ont absolument tout perdu, puisque les niveaux d'eau
dans ces quartiers ont atteint plus de 2 mètres, obligeant l'État à réagir, donc en créant des zones noires puis des zones de solidarité, on ne reviendra pas sur cette histoire-là, jusqu'à amener à la déconstruction de ces pavillons, avec des histoires humaines très poignantes, de pertes pour des jeunes retraités, par exemple, voilà, d'économie de toute leur vie, etc. Hormis, bon, évidemment, qui ne peuvent pas être mises à l'échelle des pertes humaines, mais on a vécu là ce qui pourrait être l'avenir de nombreux littoraux français. Et c'est le premier cas, finalement, de désurbanisation massive sur les côtes françaises, qui s'est fait de manière violente parce que nous n'étions pas préparés à cet exercice. Maintenant que nous avons abordé la question des aléas, nous abordons la question des effets directs du changement climatique. Vous avez dû, j'imagine, en entendre parler dans des cours précédents. Donc, nous allons être peut-être rapides. Oui, on va passer vite. Une carte qui vous expose les populations au risque climatique en 2014. Donc, ce qu'on peut juste, en effet, peut-être analyser, c'est l'extrême disons, vulnérabilité des territoires littoraux. On a aussi évidemment les axes fluviaux. Et bien sûr aussi, vous voyez sur la droite, les territoires d'outre-mer, tout en rouge. Donc les îles, particulièrement vulnérables, sont évidemment surexposées au risque climatique. Très rapidement, puisque vous avez dû en entendre parler, donc le Groupement international des experts du climat, le GIEC, a rendu en 2014 son 5e rapport. Vous le savez, il est réalisé à partir de différents scénarios d'évolution des températures et d'élévation du niveau de la mer. Il faut bien comprendre qu'à chaque fois, il s'agit de données moyennes. Lorsque l'on parle de plus de degrés d'élévation des températures, c'est en moyenne sur l'année. Cela cache en fait des disparités importantes, régionales d'une part, et saisonnales d'autre part. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'il va y avoir une augmentation très importante, par exemple, des épisodes de sécheresse, ou que certaines températures urbaines ne seront pas de plus 2 degrés, mais de plus 6 degrés à l'horizon 2100. Cette élévation des températures va donc engager la fonte des calottes glaciaires et du pergélisol. Et vous avez en fait la carte du monde normalement. Là. Ah oui, c'est mieux ici là. Donc on va passer relativement vite, qui vont affecter l'ensemble des côtes basses, réparties un peu à travers le monde, mais en passant puisque vous ne voyez rien. Et que la projection du GIEC est donc comprise entre 40 cm et 1 mètre d'élévation du niveau de la mer. Il s'agit bien d'un niveau moyen. Et là, à nouveau, il faut faire très attention et personne ne peut dire concrètement quelle sera l'élévation du niveau de la mer en 2100. Le niveau de la mer n'est déjà pas le même sur l'ensemble de la façade française, des façades maritimes françaises. D'autre part, il y a des phénomènes de surcote liés à des pressions atmosphériques qui peuvent le faire varier de plusieurs mètres. Ceci, associé à des phénomènes de houle, font que lors des tempêtes maritimes, marines, il peut y avoir une élévation au niveau de la mer allant jusqu'à 6 mètres de hauteur. C'est bien ce qui induit en fait des défenses côtières élevées. Cette carte est issue d'une petite application que vous trouvez sur Internet qui s'appelle FloodMap. Elle est calée sur le modèle tridimensionnel de Google Earth. Vous pouvez y aller, c'est très amusant. Il s'agit de zoomer là où vous voulez sur les littorales et de faire monter le niveau de la mer, plus ou moins. Bien entendu, c'est une carte grossière là qui doit montrer plus 4 à 5 mètres, j'imagine. Fort heureusement qu'en 2100, nous n'en serons pas à ces impacts-là. Néanmoins, il faut comprendre que
la plupart des littoraux français vont être affectés par l'élévation du niveau de la mer. La concomitance de l'élévation des températures et du niveau de la mer va engendrer de plus différents phénomènes, une modification de la stratification marine, et quelques phénomènes que nous allons voir ensuite, mais qui vont fortement affecter la plupart de nos côtes basses. Là, vous avez devant les yeux l'île d'Aix. Toute la côte charentaise, aquitaine et vendéenne va être soumise à un risque de submersion définitif, tout comme le littoral, à proximité par exemple de Dunkerque, et l'ensemble des estuaires. Quels sont les enjeux en fait du changement climatique sur les littoraux? Là, on a parlé des effets. Les enjeux sont liés étrangement à l'eau potable. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Mais aussi, donc, au départ du trait de côte, nous en avons largement parlé, à la question du potentiel adaptatif de la biodiversité. Les milieux littoraux sont des milieux qui recèlent une part importante de la biodiversité française, et nous savons que nous arriverons à nous adapter, nous, espèces humaines. Nous pouvons nous poser la question d'adaptation des espèces animales à un changement qui va être brutal. Ce qu'il importe de comprendre avec le changement climatique, c'est que en 50, voire 80 ans, nous allons subir une variation climatique qui, normalement, aurait dû être multiséculaire. Vous savez, comme moi, que c'est la conséquence d'une activité anthropique importante. Nous avons donc, d'une certaine manière, forgé nous-mêmes notre destin fatal. Un autre enjeu consiste aussi à l'adaptation des productions agricoles et marines. Il est bien évident que l'augmentation des températures, l'augmentation des températures de l'eau aussi, va considérablement faire évoluer la mythiculture et l'ostréiculture, qui sont des composantes importantes de certains de nos paysages. Enfin, parce qu'il n'y a pas que des effets négatifs, nous allons devoir nous contraindre à une transition touristique. La température faisant remonter les climats d'une certaine manière, il est à peu près sûr que les plages estivales vont augmenter en durée. Aujourd'hui, en quelque sorte, on peut se baigner, pour les moins frileux, de juin à octobre. Imaginons demain que nous aurons 2 mois de plus avec des températures estivales. Il y a donc une triple transition, finalement, une transition urbaine, une transition environnementale et une transition touristique qui est à prévoir sur les territoires littoraux. Et puis, nous parlions tout à l'heure des Outre-mer. Il est clair que ce sont les départements français qui vont le plus souffrir du changement climatique et de ses effets. Pas uniquement du fait de l'élévation du niveau de la mer, mais aussi de l'acidification des océans. Et n'oublions pas une chose évidente, c'est que 80% de la biodiversité française se situe dans les Outre-mer et qu'elles font par ailleurs partie des hotspots où la biodiversité mondiale est menacée. Il y a donc là une attention toute particulière à avoir sur l'évolution des rivages ultramarins. Enfin, parmi les effets insoupçonnés du changement climatique, nous parlions de la question de l'eau potable initialement. Il faut comprendre que la Terre fonctionne comme une éponge et qu'évidemment, vous le savez, la mer ne s'arrête pas au sol marin. En fait, l'eau salée rentre en sous-sol, tout comme l'eau des aquifères littoraux.
et que cette eau salée, le trait noir représente ici le sol, hein, que finalement, le biseau d'eau salée qui rentre sous le sol va avoir tendance à pousser l'eau douce qui est sur la Terre, et donc à réduire considérablement les ressources en quantité et en qualité d'eau potable des zones littorales. Si maintenant nous croisons cela avec les projections de l'INSEE, qui veulent que la démographie des départements littoraux, hormis les départements du Nord, va encore augmenter dans les prochaines décennies, et que nous allons arriver, finalement, nous allons arriver à un effet de ciseau entre la capacité à alimenter en eau potable des populations toujours grandissantes. Un effet encore du changement climatique, c'est la migration des cortèges des espèces marines. Là, vous voyez par exemple que le déplacement moyen vers le nord des habitats, donc par décennie, est par exemple de 250 km pour les poissons. C'est aussi une culture, si l'art culinaire est un patrimoine français, c'est aussi une culture qui va être modifiée. Donc, non seulement nos paysages vont être modifiés par les changements à venir, mais c'est aussi toute une culture littorale qui va s'en trouver affectée. Enfin, l'acidification des océans va aussi rentrer en conjonction avec les rejets de notre agriculture, et le risque d'eutrophisation des plages et littoraux est très important. Donc, le développement d'algues vertes, qui va certainement rentrer en contradiction, en conflit, avec l'augmentation des plages estivales. À quoi sert une plage si elle est remplie d'algues vertes ? Enfin, c'est un des derniers effets cachés, mais auxquels, pour notre part en Normandie, nous faisons très attention, c'est qu'il y a un chemin maritime qui se dégage dans l'océan Arctique et qui va permettre à des échanges commerciaux beaucoup plus rapides entre l'Asie et l'Europe, sauf que l'on comprend bien que nous n'arrivons pas au même endroit, et que finalement la façade atlantique française va être négligée au profit du port de Rotterdam, qui est déjà le premier port européen. Ça pose des questions économiques importantes, puisque, par exemple, le port du Havre, qui est notre grand port commercial, risque d'en être affecté, et c'est tout le bassin de la Seine qui en subira les conséquences. Donc il y a comme ça un certain nombre d'effets, on ne les a pas tous cités là, qui vont considérablement affecter aussi bien l'économie que l'usage des littoraux. Et bien entendu, les paysages qui vont avec. Ce qu'il faut peut-être quand même préciser, c'est que tous ces phénomènes en fait sont en interrelation, sont assez complexes et donc très difficiles évidemment à maîtriser ou à comprendre ou à anticiper en fait les conséquences. Et donc, y compris pour la baisse des stocks des sédiments, donc moins de sable, y compris, on l'a dit, s'il y a un impact sur une espèce, il y a un impact sur un écosystème, et donc du coup, on a comme ça des conséquences qui sont non anticipables, en fait, parce qu'on maîtrise très peu un écosystème qui est en déséquilibre. On parlait là des algues vertes ou d'autres phénomènes sur d'autres côtes. Ce qu'il importe aussi de dire, c'est que les aléas dont nous avons parlé dans une première partie vont être largement amplifiés par les effets du changement climatique, l'érosion en particulier, puisque finalement, la houle, qui est le principal acteur de l'érosion, est amplifiée par En fait, moins il y a d'eau, de torrents d'eau, plus il y a de houle, puisque c'est un événement aérolique, un phénomène aérolique. Et donc, finalement, plus l'eau va rentrer dans les terres, plus la houle va être violente et plus l'érosion va s'accentuer. Ce qu'il faut retenir, finalement, comme l'introduction le précisait, c'est qu'il s'agit d'effets qui sont cumulatifs.
d'un changement global, que les prévisions que le GIEC a faites et qui sont relayées par les médias pourraient être des prévisions basses. Nous allons voir tout à l'heure l'exemple du plan Delta néerlandais qui prévoit, lui, une élévation de 4 mètres sur 200 ans du niveau de la mer. C'est pour vous dire que l'expertise peut varier en fonction des vulnérabilités que chacun entrevoit. Le dernier point, c'est que jusqu'à présent, les politiques internationales, l'ensemble des accords internationaux, se sont focalisés sur des politiques d'atténuation, c'est-à-dire de réduction d'émissions des gaz à effet de serre. Or, malheureusement, à ce jour, nous avons déjà dépassé les scénarios critiques dans les émissions de gaz à effet de serre, et donc le changement climatique tel qu'il est projeté est une chose pour laquelle il va falloir s'adapter. C'est ainsi que, à côté de la politique d'atténuation, donc de diminution des rejets de gaz à effet de serre, une nouvelle politique a vu le jour, qui est celle de l'adaptation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait face au changement climatique. Et le troisième rapport du GIEC, donc, le rappelle, il s'agit pour l'adaptation de l'ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli climatiques ou à leur effet, afin d'atténuer les effets néfastes. Et le GIEC, dans un élan de générosité, indique qu'il s'agit aussi d'exploiter les opportunités bénéfiques. On peut dire quand même que le bilan est plutôt favorable aux effets néfastes aujourd'hui. Avant d'attaquer les exemples français, qui vont nous prendre un peu de temps, nous allons passer en revue 10 projets internationaux, ou 10 exemples internationaux, qui vont juste apporter des éclairages sur que peut être une adaptation littorale. Vous reconnaissez le projet, qui n'est pas qu'un projet d'ailleurs, le projet MOSE qui ferme la lagune de Venise. L'idée étant de réduire l'aqua alta à Venise, puisque le double phénomène d'enfoncement de la ville et d'augmentation du niveau de la mer pourrait provoquer à terme des inondations quotidiennes, en fonction de la faible marée méditerranéenne, mais qui existe quand même, de la ville. Et donc, ce projet d'infrastructure très imposant ferme les passes qui donnent accès à la lagune par un système de très vastes portes, qui, si elle sauve peut-être momentanément la ville, pose des questions environnementales importantes, puisque la lagune, qui fonctionnait comme un système ouvert avec la mer, est en passe de devenir un système environnemental fermé. Il y a des voix écologistes qui s'opposent fermement, évidemment, à ce projet. Le deuxième exemple, toujours un problème de défense, un projet de défense, c'est donc le plan Delta néerlandais. Vous avez ici le barrage amovible sur l'Escaut. Il s'agit d'un barrage de 9 km de long, constitué en fait de parois qui sont susceptibles de s'abaisser lorsque la marée est trop importante. Nous vous présentons cet exemple pour questionner finalement les paysages, non pas de l'après-pétrole, mais du changement climatique. Est-ce que c'est ce que nous voulons pour nos paysages littoraux ? Le plan Delta néerlandais prévoit aussi la réduction de 700 km linéaires de côtes, finalement, en coupant au plus droit, puisque 2/3 du pays est submersible, que l'entretien des digues est une cause prioritaire et nationale. La solution économique qui a été trouvée, finalement, c'est tout à l'heure, nous parlions de la géométrie fractale. Au contraire, de lisser au maximum les côtes néerlandaises en réduisant parfois les golfs ou en abandonnant des terres à la mer. Nous voici maintenant en Indonésie.
suite au tsunami. 140 000 maisons ont dû être reconstruites. Nous sommes là sur un projet de résilience assez classique, qui est d'ailleurs très couramment employé en Europe et particulièrement en France, qui consiste à dire remontons d'un étage les constructions en imposant celles-ci sur pilotis. Cela dit, cette reconstruction s'est accompagnée aussi d'une intelligence collective. C'est le bâtiment qui est devant vous, puisque régulièrement des centres communautaires ont été créés, qui ont un usage donc collectif important, mais qui servent surtout en fait à mettre la population en dehors du risque, puisque ces centres communautaires sont surélevés et accessibles par les moyens de secours. Voilà donc une solution qui consiste à ne pas lâcher les implantations initiales et littorales, mais à proposer une résilience en cas de crise. La même solution a été employée aussi à Hambourg, c'est le projet Hafen City. C'est un vaste projet urbain qui est pris entre l'Elbe et la mer, où la conception urbaine a intégré le risque de submersion, puisque c'est un quartier qui peut fonctionner très bien en temps de submersion, avec un cheminement piéton et de mode doux, qui est surélevé de plus de 9 mètres par rapport au niveau de la mer, et qui permet comme ça de mettre à l'abri les populations. On voit donc qu'il est possible assez facilement de prévoir et d'intégrer dans la composition, dans la conception urbaine, une adaptation. Autre adaptation qui fait florès aujourd'hui, c'est une adaptation isolée, individuelle, qui est celle de la maison flottante. Bon, là, il s'agit d'un projet d'une agence d'architecture anglaise. Il y a énormément de projets qui sont développés aujourd'hui comme cela, aux Pays-Bas entre autres, de quartiers flottants. Il est clair qu'à notre sens, il s'agit d'une mauvaise réponse, puisque c'est une réponse qui se concentre à l'échelle architecturale, alors que dans le fonctionnement littoral, celui des cellules hydrosédimentaires entre autres, c'est bien le grand paysage qui est l'unité en fait de réflexion pour un projet d'adaptation. Et il y a surtout les infrastructures, tout le quartier en résilience. C'est vrai que la réponse ponctuelle n'en est pas une en fait. On essaye de penser plus global. Bon, là, un exemple un peu particulier, on est au Sénégal, et donc peut-être un exemple de mobilité comme stratégie d'adaptation, ou peut-être plutôt de survie. Donc déplacement des villages face au raz-de-marée, donc là on est sur la côte ouest africaine, au Sénégal. Un autre monde, on pourrait dire, ou même un autre temps, puisqu'aujourd'hui les constructions sont plutôt durcies et posent beaucoup de problèmes face à l'érosion très forte qui existe sur la côte ouest. Et c'est un type de migration qu'on peut retrouver sur beaucoup d'autres littoraux du monde. Les géographes citent tout le temps en fait les peuples qui, avant, les villages de pêcheurs nomades dont l'implantation suivait les fluctuations littorales autant que les ressources halieutiques. Donc la dynamique du littoral entraîne une évolution de l'occupation des côtes. Et donc cette image peut en tout cas nous interroger sur notre propre savoir-faire. Sur plusieurs points, la capacité de la mobilité humaine, tant par les modes constructifs et architecturaux que par les problématiques de statut foncier et de la souplesse de la domanialité. C'est des questions qui se posent aujourd'hui sur les projets où il y a un recul du trait de côte et une submersion forte. La culture du nomadisme, bien sûr, on est aujourd'hui dans un système de propriété privée très forte et encore plus sur le littoral. La perte, évidemment, et le changement pris individuellement et collectivement. Et puis, évidemment, là, on voit bien la solidarité sociale. Alors nous, on parle de solidarité territoriale pour, évidemment, réfléchir à une échelle plus collective et plus globale. Que dire sinon que, oui, quand même, peut-être, ça évoque quand même le statut de réfugié climatique qu'on entend aujourd'hui parler.
Pour les îles, on l'a vu tout à l'heure, pour tous ces territoires qui, dans 50 ou 100 ans, d'après les prévisions donc, de la hausse du niveau marin, et différents mêmes scénarios, inévitablement vont disparaître. Vous avez tous entendu parler de l'île de Sein, à 50 cm, je pense, au-dessus du niveau marin actuel, qui a intégré en fait la disparition du territoire aujourd'hui. Voici un projet prospectif, justement, qui s'intéresse aux réfugiés climatiques. Alors, il a un côté très ténébreux, puisque alors le projet s'appelle assez, avec un peu d'humour, Capla, comme les jouets d'enfants qu'on pose les uns sur les autres. C'est un projet prospectif qui a le mérite de nous interroger, puisqu'il s'agit de dire que dans un environnement extrêmement hostile, peut-être que la solution, c'est celle d'un habitat mobile, un peu à l'image de ce qu'on a vu précédemment, mais dans une technologie tout autre, où chaque appartement pourra être déplacé comme ça en bateau, et nous pourrions habiter où nous voudrions en fonction des événements climatiques. À nouveau, si ce projet vous est présenté, c'est parce qu'il y a une force très importante qui consiste à créer de l'infrastructure, à utiliser la technologie pour répondre aux enjeux climatiques. Ce que nous allons essayer de vous présenter par la suite, c'est bien entendu l'inverse, c'est-à-dire comment est-ce que par une réflexion paysagère, on retrouve une culture littorale qui nous permet de vivre avec le risque et surtout de renouer l'alliance que nous avions avec la nature pour permettre justement d'amortir un certain nombre des effets du changement climatique. Parmi certains projets vertueux, New York et son État a déployé plusieurs projets. On vous en présente deux. Le premier, c'est celui qui est développé par l'agence OMA, donc de Rem Koolhaas, qui consiste en 4 points, tout autour sur les côtes. Donc, le premier consiste à résister en intégrant dans des espaces de loisirs les défenses contre la submersion et l'inondation. Le deuxième point consiste à un meilleur traitement des eaux pluviales, puisque l'inondation peut aussi venir de l'intérieur. Et donc, comment est-ce que les épisodes pluvieux brutaux, qui vont être des expressions aussi du changement climatique, peuvent être intégrés. Le troisième point, c'est celui du tamponnage des inondations. Quand on dit tamponnage, c'est-à-dire où est-ce que cette eau peut être stockée pour éviter d'inonder des systèmes vulnérables. Et à nouveau, ce sont les espaces publics qui sont mobilisés. Il y a de nombreux projets qui fleurissent à travers le monde comme celui-ci. À Copenhague, c'est certaines rues qui sont prévues déjà pour servir de réservoir en cas d'inondation. Et puis, un point très important qui est le déchargement, c'est-à-dire qu'il s'agisse de submersion marine ou d'inondation fluviale, la question est souvent de savoir comment est-ce qu'on dégage l'eau, on rend l'eau au milieu. Comprenez bien que les défenses que nous mettons en place, si elles empêchent l'eau de passer d'un côté, généralement, elles empêchent l'eau de passer de l'autre. Elles empêchent le mouvement inverse. Il y a donc toute une intelligence aussi à se approprier d'évacuation des eaux issues des inondations. L'autre projet, qui est un projet prospectif, consiste à créer, là où c'est possible, toujours dans l'État de New York, une digue en mer, c'est ce que vous voyez en haut de l'image, une digue en mer qui permet donc de casser l'effet de houle et de créer un espace tampon entre la digue et le littoral, un espace qui est réinvesti par de nouveaux usages. Forme de lagon, en fait. Voilà, tout à fait. Et ce projet est assez malin parce qu'en fait, il tend à interroger la question donc, du trait de côte. Qu'est-ce que c'est que le trait de côte ? Où est-ce qu'on le mettrait aujourd'hui sur un tel projet ? Est-ce que c'est la digue dans l'avant-pays maritime
Est-ce que c'est le cordon dunaire que l'on voit au premier plan? Et il permet aussi de réinterroger les usages du littoral. Parce qu'au final, nous l'avons vu avec la diversification urbaine, l'appropriation du littoral n'est pas forcément, l'appropriation définitive, n'est pas forcément la solution. On peut aussi imaginer des usages du littoral qui soient des usages ponctuels, éphémères, et qui permettent aussi une meilleure coexistence avec la nature. Là, c'est une étude anglaise, donc l'Institut royal des architectes britanniques, RIBA, associé à la société ICE, Institut d'ingénieurs civils, qui explore le futur en réunissant une équipe de conception pluridisciplinaire. Donc, elle étudie des scénarios pour en effet avoir une sorte d'alternative, puisque la défense côtière actuelle n'est plus possible face à la montée des eaux et surtout à l'amplitude de la montée des eaux et inondations, on l'a dit tout à l'heure, donc sur l'ensemble du changement climatique. Et donc, l'expérience est de produire des solutions architecturales et d'aménagement face à cette montée et autres risques, donc, y compris recul du trait de côte. Donc souvent, les scénarios, c'est je défends ou j'abandonne. Alors j'abandonne, je suis en retraite, recul stratégique, il y a plein de mots qui le disent, on en parlera tout à l'heure, puisqu'il y a eu un appel à projet national. Et donc là, il y en a 3, parce que le troisième, on parle d'attaque, donc c'est un peu agressif, mais c'était justement l'idée, à un moment, de même gagner des terrains sur la mer, pas seulement de fixer le trait de côte là où il est, mais carrément d'y aller un peu comme les îles artificielles, d'ailleurs, qu'on peut voir aujourd'hui dans le monde oriental. Ou à Singapour. Ou à Singapour, oui. Donc celui de la retraite, vous voyez là, donc c'est soi-disant recul stratégique, ou plutôt redonner en fait à la mer des espaces et recréer cette interface terre-mer en espace naturel, donc on parlait de zones tampons, zones de submersion, et donc réduire le terrain urbanisé, le renouveler, et donc le recomposer dans aussi un développement durable, ça peut être aussi une opportunité. Et évidemment, ce qu'ils disent évidemment dans les options, c'est de développer sur les coteaux l'urbanisation. Et là, Portsmouth, alors pardon, je n'ai pas dit, il y avait 2 cas d'études. Portsmouth et l'autre dont j'ai oublié le nom, mais là vous avez que Portsmouth, donc qui est donc cette avancée particulière, séparée par 2 bras d'eau, et qui, avec le niveau de la montée des eaux, redeviendrait en fait une île dans ce cas stratégique. Vous voyez ici une image en fait où vous voyez ces espaces interstitiels entre la nouvelle urbanisation, ou celle qui a été maintenue et celle qui a été densifiée, et puis ces espaces, donc marais, plages, qui permettent donc cet espace interstitiel entre l'urbanisation et la mer. Vous avez ce deuxième donc scénario qui est celui de la défense, c'est-à-dire on maintient aujourd'hui les digues, on maintient et on maîtrise aussi l'eau qui rentre dans le territoire. Donc on voit ici un assèchement ici des deux bras et 2 estuaires. Et surtout, on remonte évidemment face au niveau les digues et éventuellement résilience du tissu urbain à l'arrière, comme vous avez peut-être pu entendre certaines solutions comme habiter les premiers étages, maisons sur pilotis, régler les activités, les systèmes d'alerte. Et ce troisième scénario dont j'ai un peu esquissé l'idée, c'est-à-dire le développement de Portsmouth en a besoin. Il y a un développement économique, vous avez un très grand port à l'arrière, un port à la fois de militaire et un port d'échange voyageurs, et l'idée c'est en effet d'amener complètement des îles artificielles hautes qui viendraient aussi défendre et aussi développer économiquement, voire même redynamiser au niveau économique avec des centres commerciaux, des marinas du futur, et avec à chaque fois, vous avez l'intersection avec le continent qui est donc traité. Ici, on a donc l'île, et j'imagine que là, le développement des bateaux se fera, bien sûr, et ici, une structure de développement, donc plus de transit, plus de mobilité. Ces 3 scénarios, en fait, sont dans l'idée, ils sont un peu caricaturaux, bien sûr, ils sont assez sérieux, parce que c'était aussi dans l'idée d'aller plus loin
dans l'incapacité aujourd'hui à penser demain et essayer de trouver des solutions stratégiques pour préparer dès aujourd'hui, finalement, puisqu'on a une planification, on a là des réserves foncières à mener dès aujourd'hui, en fait, une préparation suivant la stratégie qu'on pourrait éventuellement choisir, quitte à combiner évidemment quelques options, préparer donc dès aujourd'hui les stratégies à la fois foncières, à la fois culturelles, à la fois de dépenses publiques. Sachant qu'en effet, sur les dépenses, les scénarios disaient que le premier, évidemment, demande moins de dépenses. Néanmoins, on ne sait pas aujourd'hui recomposer spatialement l'urbanisation. Ça pose des vrais problèmes, évidemment, à la fois de rachat, à la fois de démolition, à la fois de reconquête des espaces. Mais ce qui est très clair, c'est que la défense côtière, ici que vous avez les digues, les surossements des quais, et tout ce qui est entretien des ouvrages coûte extrêmement cher. Et là, le système aussi est en faillite, en fait. Et donc, du coup, la préconisation, en tout cas de l'équipe de conception, c'était que l'investissement privé nécessairement devait intervenir dans la construction et l'entretien de ces ouvrages, y compris les particuliers. Donc il y a comme ça des modèles économiques et spatiaux qui doivent aujourd'hui se réfléchir, en effet, parce que la montée du niveau marin et l'érosion côtière font qu'on ne peut plus ignorer aujourd'hui et investir sur le littoral sans avoir mis en place une stratégie, et en effet une stratégie globale, pas seulement à la parcelle ou pas seulement à la commune, mais on l'a dit tout à l'heure, cellules hydrosédimentaires. Aussi, on est dans l'économie, on est dans un développement parfois d'équipements, donc on est sur une stratégie vraiment globale et pour prendre en compte à la fois environnement et urbanisme. Dans la progression de ces exemples, vous avez compris que nous avons essayé d'aller de l'objet architectural jusqu'au grand territoire avec cet exemple, et que la solution est bien dans la recomposition spatiale de grands territoires. C'est pour ça que nous allons maintenant aborder le cas des expérimentations françaises, tout en rappelant effectivement qu'après la tempête Xynthia, l'émoi provoqué a développer les plans de prévention littoraux et les plans d'action pour reconstituer un maximum de défense côtière, avec au passage une élévation du niveau de référence de ces défenses. Ce qui nous importe de dire aujourd'hui, c'est que l'élévation moyenne d'1 mètre au niveau de la mer va demander, pour avoir des ouvrages à la même solidité, de rehausser les digues actuelles de 2 mètres. Je vous laisse donc imaginer ce que cela veut dire sur les paysages littoraux. Que d'avoir, imaginons, un parapet sur un front de mer qui aujourd'hui fait 1 mètre. Si on voulait intégrer l'élévation au niveau de la mer, il faudrait tout remonter de 2 mètres. Voilà. Nous n'avons pas le choix, c'est ce que nous aimerions vous faire passer comme message, nous n'avons pas le choix que de nous adapter à ce qui va advenir en matière littorale. Et c'est pour ça que les expérimentations qui sont lancées, qui sont aujourd'hui au nombre de 5, alors ça paraît très faible, mais ce n'est que le début d'un mouvement important. Toujours en matière paysagère, il est clair que les défenses, vous devez apprécier la qualité de cette défense. On a dit qu'on ne dirait pas où c'est. Non. Par respect. Le bitume sur l'enrochement que vous avez en premier plan n'est pas très adapté aujourd'hui, donc on ne dénoncera pas la commune. Le fautif, oui. Néanmoins, voilà, le risque est bien là. C'est celui, finalement, d'une oblitération du regard sur l'horizon maritime. Il faut donc trouver une solution alternative. Oui, maritimisation, en effet, c'est une des solutions. On parlait d'interface tout à l'heure terre-mer, ça revient à un moment à ce scénario, en effet, de recréer de l'espace pour la mer et d'avoir une alternative à la défense ici du trait de côte. Donc on est, je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, de la cartographie justement de l'érosion côtière nationale. C'est le polder de Cayeux, la baie de Somme est au-dessus, là on ne la voit pas sur
sur cette représentation. Et vous avez ici la fin en fait des falaises du plateau de Caux, donc en Picardie. Et là, vous avez les falaises qui deviennent, on dit les falaises mortes, puisqu'elles ne sont plus face à la mer. Donc tout ça, c'est un polder qui a été créé, je pense, au Moyen-Âge ou après. Le village de pêcheurs de Cailleux, ici, qui est aujourd'hui station balnéaire, donc, dont les terres ici sont plus basses que la mer. C'est le propre des polders, c'est d'avoir gagné du terrain sur la mer en asséchant en fait toutes ces parties et en recréant ici donc une digue, ici un cordon de galets, puisque quand les falaises picardes s'érodent, le calcaire devient sable et sédiment en fait, et vous avez les galets de silex qui sont roulés ensuite par la mer, et vous avez donc des très jolis galets qu'on retrouve en fait stockés en fait ici. Et vous aviez il y a plusieurs dizaines d'années des usines à galets qui récupéraient ces galets pour ensuite les utiliser dans le bâtiment. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une, et normalement, en fait, les galets sont quand même des sédiments qui sont utiles donc, au transit et qui aujourd'hui sont remis en bas pour qu'ils puissent remonter et refaire de la protection, parce que tous ces galets font de la protection contre la mer. Donc le projet ici de maritimisation, alors on a dit dépoldérisation, mais dépoldérisation entretient toujours cette idée de négatif et d'abandon des terres, et donc l'idée là, c'est plutôt de recréer totalement, pas d'enlever le polder, mais de recréer un espace où vous voyez ici une brèche, et petit à petit donc aménager, donc refaire évidemment une digue secondaire à l'arrière dans les terres, et de maritimiser cet espace, de transformer aujourd'hui, vous avez une agriculture et des huttes de chasse, donc vous avez un terrain économiquement en déprise, et la transformation est prise en fait dans une redynamisation même économique et d'usage. Alors vous avez plusieurs représentations. La première, c'est, je pense, basse mer. Je ne crois pas que ce soit dans la temporalité basse mer, moyenne mer et haute mer. Et ce qui est intéressant, donc ici, c'est une alternative à la toute défense. Vous avez l'énergie marine l'énergie marine, ou plutôt la mer, mais on parle d'énergie marine quand on est dans les risques, qui se déporte au sud et qui allège donc la pression de la mer sur Cailleux. Il faut le comprendre en fait comme ça. Ici, une vue donc, qui vous donne le polder, ici Cailleux, et puis là, vous avez le dessin de cette nouvelle défense à l'arrière et cette interface terre-mer. Donc ce sont des projets que les Hollandais ont aujourd'hui beaucoup expérimenté. Cette idée de redonner de l'espace, alors on donne l'espace aussi aux rivières, et là, cette idée de redonner donc de l'espace à la mer, et donc de recréer totalement un paysage. Ce qui est aussi très intéressant dans ce projet, c'est que vous voyez bien que pardon. Oui, je crois qu'on est un peu en retard, on va accélérer. Bien sûr. Le sentier littoral, finalement, celui qui donne directement en front de mer, est interrompu, et que cette digue qui passe dans le Marais est le nouveau sentier littoral, et que demain, la perception des paysages littoraux intégrera en fait cette épaisseur-là, c'est-à-dire qu'on se promènera aussi dans le Marais, et que le Marais, ce sera déjà la mer. Repli stratégique, recomposition spatiale, donc c'est l'idée d'aborder en fait une action de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte qui a été initiée en 2012 par le ministère et dont une action un peu phare qui était expérimentée, le recul stratégique. Alors je dis bien face au recul du trait de côte, parce que autant sur les inondations, on peut avoir des phénomènes de résilience, autant sur le recul du trait de côte, comme vous l'avez vu parfois, il faut imaginer quand même se pousser, parce qu'on peut difficilement recomposer la falaise ou s'opposer en tout cas à une érosion très forte. Donc nécessaire de planifier maintenant et de préparer les acteurs à la mise en œuvre de la relocalisation à long terme des activités et des biens exposés aux risques littoraux, dans une perspective de recomposition de la frange littorale, et ce, même si des mesures transitoires sont mises en œuvre, ce qui veut dire même si, bien sûr, aujourd'hui, il faut protéger pour mieux préparer demain.
Voilà, donc c'est en effet, ça a été appelé repli stratégique parce qu'on est dans, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans une notion de défense, et donc de défense militaire, et repli stratégique, ou recul stratégique, comme ça avait été discuté au Grenelle de la mer, c'est un vocabulaire d'ingénieurs. Et donc, on a un peu modifié ça pour éviter d'être dans l'idée d'être dans la délocalisation globale, mais plutôt dans une planification temporelle et recomposition spatiale surtout. Voilà, c'est ce que je viens de vous lire sur les termes en fait des modalités de l'appel à projet. Avant l'appel à projet, il y avait 2 exemples de relocalisation, si on peut l'exprimer ainsi. C'est le Lido de 7, qui est une recomposition, disons un recul d'une route qui était trop proche de la plage, avec un problème de surfréquentation. On est, comme tout à l'heure à Palavas et comme à Frontignan, sur un lido de sable entre étang et mer. Et vous avez donc un projet qui a été mené par Alfred Peter, qui est de recul de cette route. Alors vous la voyez ici, vous avez la voie ferrée, l'étang ici derrière, la route, et de recomposer totalement en fait l'espace entre l'étang et la mer avec une plage bien sûr, hein, qui existait très peu puisqu'il y avait les parkings et l'érosion très forte. Donc un cordon dunaire ici, recomposé avec réensablement très, très largement, des ganivelles pour fixer le sable et faire en sorte que la plage se réalimente. Et ici, tout un milieu dunaire qu'on peut traverser. Donc, toutes les traversées, la fréquentation est maîtrisée. Et à l'arrière, vous avez les parkings, les petits équipements, évidemment, pour accueillir les estivants. Et évidemment, pistes cyclables, bus, des choses qui n'existaient pas préalablement. Donc, c'est plus qu'un reprofilage, hein, c'est une reconstitution d'un écosystème naturel, est assez exemplaire aujourd'hui parce que c'est un des seuls projets qu'on peut finalement citer comme un projet réussi. Et Alfred Peter nous parle d'écologie festive, c'est-à-dire d'à la fois un écosystème qui protège la côte et à la fois de redonner le paysage, redonner la plage aux habitants et aux estivants. Donc vous avez là les images d'Alfred Peter, hein, en haut avant, et en dessous, après, donc la reconstitution globale de l'écosystème naturel qui pour nous est le milieu dunaire comme premier en fait protection côtière. On passe à un autre projet, celui de Lacano. Donc Lacano était un des 5 sites qui a été pris dans cet appel à projet national. Vous avez là des anciennes images, on est sur la côte aquitaine, plus de 200 km de plage avec des grandes dunes et qui ont été donc l'objet de stations balnéaires. Là, donc on est dans la mode de fin du 19e avec un plan Hortal, genre cité-jardin, et le chemin de fer a fait proliférer cette station balnéaire. Vous avez ici la dune et les anciennes villas très chic, et le boulevard du bord de mer avec l'accès donc à la plage. Années 70, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une mission interministérielle qui va aménager toute la côte aquitaine. Ici, la Miaca, donc, hein, et donc vous avez l'accès. Donc la dune est arasée par la fréquentation, on imagine aussi des estivants, la densification de la station balnéaire et les parkings qui vont totalement araser la dune et fabriquer en fait le rapport à la mer qu'on a aujourd'hui sur beaucoup de stations littorales, qui sont le driving des 30 Glorieuses. Donc le projet de Lacano, extrêmement difficile, c'est comment, avec une érosion côtière, je vous l'ai dit, de pratiquement 1 mètre par an, ils ont calculé une temporalité pas à 2100, comme l'ont fait les Anglais, mais à 2040. Et à 2040, dans une perspective en fait de développement urbain, vous avez tout ce front de mer-là qui est effacé par le recul du trait de côte. Donc la réflexion, c'était de dire comment fait-on pour recomposer spatialement la commune et donc
je dirais pas de solution, excepté 2 scénarios qui aujourd'hui pour la ville est impossible. Alors je ne vous les ai pas montrés là parce qu'ils n'étaient pas étudiés et pas dans la globalité. 2 scénarios, tout simplement la défense, un énorme enrochement face à la mer immense, et donc plus de plages. Mais les plages, ils peuvent les retrouver de part et d'autre, on est dans un continuum de sableux. Et puis l'autre, une relocalisation du front de mer, avec une reconstitution, comme on l'a vu sur l'île d'Hauts-de-Seine, d'un milieu dunaire qui à la fois protège la ville et à la fois redonne en fait un paysage et une plage. Mais la question là aujourd'hui est financière et sur les propriétés. Donc ils attendent en fait des avancées à la fois de règles ou de stratégies nationales pour pouvoir aller plus loin dans le processus de la ville. Néanmoins, ce qu'a apporté les missions d'appui sur ces projets, c'est que ce sont quand même des stations littorales qui bénéficient d'un arrière-littoral extrêmement agréable. Donc vous avez ce système bourg. Si vous connaissez, la plupart des stations en fait aquitaines ont un bourg ancien à l'intérieur des terres. Vous avez la route de transit nord-sud, un lac qui est le lac en fait de l'arrêt de l'eau douce derrière les dunes de front de mer, qui sont des paysages extrêmement agréables. Et puis la station plage, ici avec golf, cité-jardin, sur le plan Hortal. Et puis le front de mer très très dense et quelque part qui manque aussi, on peut le dire, de qualitatif. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus de patrimoine réglé qu'on pourrait avoir à la Grande Motte ou ailleurs. Voilà, donc la question c'est que finalement, pour aller plus loin, il faudrait prendre plus loin la recomposition spatiale globale et aller plus loin dans le modèle économique et spatial et culturel de la station. C'est-à-dire repenser totalement le modèle. Ce sont les préconisations des experts et des missions d'appui. Et évidemment, à l'échelle de la commune, c'est aujourd'hui extrêmement compliqué d'aller sur ces enjeux, ces stratégies. Et donc, c'est l'amorce d'un mouvement, l'amorce aussi d'une pensée de long terme et d'arriver à trouver les moyens, mais petit à petit, d'une recomposition spatiale. On va essayer de clore, donc du coup, on est très en retard. Donc on zappe la conclusion. On zappe la conclusion. On parle de Holt, peut-être, juste. Et puis la médiation, un petit peu. Et la médiation. Ça vous va 5 minutes ? On a débordé. Bon alors, Holt est un deuxième site de l'appel à projet. Voilà, vous avez là le recul des falaises, un patrimoine balnéaire qui tombe dans la falaise en permanence. Et là, vous avez le patrimoine, une défense contre la mer, de toute façon, qui est datée et séculaire, avec ces vieilles villas du 19e, et une expérimentation et des recherches, comme je vous le disais, sur une interface terre-mer, l'invention d'une ville mobile, dynamique, en cherchant sur les boues amphithéotiques, en cherchant sur les constructions, je dirais, démontables, provisoires, pour accompagner le recul du trait de côte. Donc c'est essayer de réinventer une ville, non pas résiliente, puisque là elle n'a pas supporté, c'est revenir en arrière, mais vraiment une ville dynamique et évolutive. Vous avez, la maison de Prouvé, pour imaginer, en effet, repenser des architectures, non pas en meulière, mais dures, mais qui puissent, en effet, accompagner et être provisoires. Pour aller plus vite, on va parler de médiation très vite, puisque finalement, il est possible de faire des projets urbains sur des grands territoires, mais l'action de la médiation paysagère est aussi essentielle. Alors, imaginez la ville demain, ce que je vous disais, imaginer des nouveaux modèles, donc c'est aussi imaginer la mer demain. Et donc en effet, il y a il y en a très peu, mais on arrive à les retrouver, d'interventions sur l'espace public qui reprennent et qui réessayent de redonner une image de ce que peut être le paysage demain. Et là, vous avez une intervention de Schlumberger, donc un atelier paysagiste, dans le cadre d'un projet d'action d'inondation qui peint en bleu, donc jusqu'au niveau supposé des aléas, donc ça doit être 1 mètre, la hausse du niveau marin, donc un nouveau paysage pour se réinventer. Pareil, là c'est dans un projet franco-anglais avec le Conservatoire du Littoral et National Trust. On est dans des projets d'accompagnement, de démarche, de méthode, de revoir à la fois l'histoire, mais aussi de penser
d'anticiper le futur. Et vous avez comme ça, pareil, avec un artiste, ici Mike Fletcher, qui intervient, qui fait du land art et qui intervient pour montrer, là c'est assez beau parce qu'on a l'impression de voir les vagues de la mer demain, dans la prairie, donc montrer le niveau de la mer et imaginer le paysage demain. Enfin, voici une photographie d'une classe d'école aux îles Marquises. Il y a un réseau d'aires marines éducatives en Polynésie française qui a été instauré. Ce réseau donne la gestion de certaines baies à des écoles qui sont sensibilisées de ce fait aux problématiques littorales et maritimes et qui énoncent des règles, c'est très mignon, qui finissent par être respectées par les pêcheurs et les usagers de la mer. La conclusion pourrait être la suivante, c'est que jusqu'à présent, tu parlais tout à l'heure effectivement d'une logique d'ingénieur, nous avons envisagé l'évolution du littoral par des règles. Les fameux plans de prévention, les plans d'action pour construire des défenses en sont. Ce qui il est nécessaire de faire aujourd'hui, c'est de renverser les choses et donc de mettre le projet évidemment avant la règle et d'essayer avec la population, et c'est ce que présente cet exemple, de sensibiliser les populations, de modifier les usages et de modifier la perception des paysages pour permettre à nouveau de retrouver une culture du risque qui n'est pas une culture forcément de la digue. On met le serpent ? Oui, allez. C'est pas nous qui allons la voir, c'est Yongping avec son serpent de mer sur l'estran. Donc pareil, imaginez la mer demain, ou imaginons la mer comme elle a pu être, et dont le changement de paradigme, c'est l'ère de l'Anthropocène, essayer de faire une transition du rapport de l'homme et son milieu. Là, c'était une façon de dire que les artistes interviennent, vous voyez, sur les littoraux. Et là, peut-être une des seules œuvres qu'on ait sur l'estran, donc ce domaine public maritime qui, normalement, on ne construit pas. Et c'est à Saint-Brévin-les-Pins, à l'estuaire de la Loire. Et ça fait partie, en fait, de Saint-Nazaire-Nantes. C'est le festival annuel de l'ensemble de l'estuaire. Et donc, vous avez comme ça des œuvres qui ponctuent jusqu'au littoral, qui ponctuent l'ensemble de l'estuaire. En ces lieux, juste pour conclure, ce qu'il importe de dire, c'est que ce sont des problématiques qui sont à la rencontre de plusieurs champs disciplinaires. Au final, l'architecture et l'urbanisme ne sont pas prioritaires dans les arbitrages qui sont aujourd'hui faits. On voit bien que donc il y a des hydrogéologues, des géographes, de nombreuses professions qui se pressent autour de ces questions-là, et qu'il peut être intéressant, voire même crucial, de remettre la culture au centre du débat, parce qu'elle permet de réintégrer aussi les populations locales, les premiers usagers de la mer, et qu'elle peut aussi changer complètement le biais des autres acteurs, dont les professionnels, sur les projets à venir. Et voilà, le seul propos militant qu'on pourra avoir ce soir, c'est bien de réintroduire la culture dans la problématique d'adaptation au changement climatique des zones littorales. Donc le propos est positif, c'est une opportunité.